Depuis les tout premiers cours sur la programmation orientée objet, je vous parle de propriétés d'objets, variables d'objets, attributs d'objets, donc tous ces termes sont synonymes. Et bien aujourd'hui, on va parler de variables de classe ou attributs de classe ou propriétés de classe. En tout début, le premier cours, j'ai abordé la notion de classe et le second cours, j'avais abordé la notion d'objet. Eh bien, la distinction de ces deux éléments va être ici fondamentale puisque on ne parle plus de variable objet dans ce cours, mais de variable de classe. Une variable d'objet va désigner une caractéristique dont la valeur va être différente d'un objet à l'autre. Par exemple, ici, j'ai trade name. En fonction des articles que je vais créer, je ne vais pas avoir le même nom commercial. Pareil pour le prix, chaque article va avoir un prix différent, et c'est bien pour ça qu'on parle ici de variable d'objet, parce que le prix dépend de l'objet auquel il est rattaché. Cela me permet de vous présenter la notion de variable de classe. Elle désigne une caractéristique commune à tous les objets. Cela veut dire que l'objet existe ou pas, cette caractéristique existe quand même. Et quand on parle de variable de classe, ça veut dire qu'une classe regroupe, comme une classe dans un lycée, une classe regroupe plusieurs élèves. Si la classe porte un nom, quels que soient les individus qui composent la classe, le nom ne changera pas. Et bien là, c'est exactement pareil. La variable de classe va désigner une caractéristique avec une valeur qui ne change pas d'un objet à l'autre. Pour illustrer ça, on va utiliser une caractéristique qui va être commune à tous les produits, c'est une remise. Je vais donc indiquer que je vais ajouter une variable de classe. Donc je vais marquer variable de classe. Alors, pour déclarer une variable de classe, on utilise private ou public pour les mêmes raisons que pour les variables d'objet. Ensuite, mot important, on doit utiliser statique. Statique est un mot très important ici puisque cela veut dire que la variable que l'on va déclarer va être totalement indépendante des objets qui sont créés. D'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, une variable statique existe, donc la valeur existe même si on n'a jamais créé d'objet. Alors que nous n'aurons pas l'existence d'un thread name si nous n'avons jamais créé d'objet. Ensuite, je nomme ma variable ici que j'appelle remise. Pour bien vous montrer que cette variable est totalement indépendante d'un objet, ici j'ai instancié deux objets, donc article 1 puis article 2. Je leur ai affecté un nom et j'ai affecté un prix à l'article 1. Ensuite, alors ça je vais enlever, c'est un commentaire personnel, j'affiche le contenu des articles 1 et 2 et vous allez voir que la propriété remise n'apparaît pas. J'affiche et on voit ici qu'on a bien que le nom commercial et le prix puisque j'ai mis deux attributs dans la classe, à savoir trade name et price. Donc j'insiste bien sur le fait ici que la propriété remise n'est pas dans la liste des attributs d'objets ici. Ici, on ne trouvera que trade name et price. Du coup, on peut se demander un petit peu l'intérêt d'une telle variable. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. J'ai donc ici déclaré une variable statique remise, ce qui veut dire que c'est une variable de classe et non d'objet. J'arrive ici, là où j'avais instancié mes deux éléments, mes deux articles, et je vais afficher la remise. Donc je vais écrire affichage de la remise. Alors pour faire cela, en fait, on va écrire le nom de la classe, article, suivi de deux points, c'est ce qu'on appelle un opérateur de résolution de portée, et ensuite remise. Je vais afficher ça, et on va observer le résultat. Ici, on ne voit rien, tout simplement parce que je ne lui ai pas affecté de valeur. Donc, je vais lui marquer par exemple 10. Je lui ai mis 10, j'actualise et j'ai bien maintenant ma valeur 10. Vous remarquerez bien, une fois que l'on utilise le nom de la classe
pour accéder à la propriété, puis l'opérateur de résolution de portée, qui porte le nom Pahamayim Nekudotayim, et enfin le dernier élément qui est la propriété de classe, et ici très important, le nom commence toujours l'utilisation du signe $, ce qui n'est pas le cas, comme on peut le voir par exemple ici quand je prends article, j'utilise une méthode ici, et bien je n'utilise pas de $. Ici c'est une variable de classe, on utilise donc bien le $. Très très important, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là on a affiché la remise directement depuis la classe puisque c'est une variable de classe. Mais on peut aussi accéder à la propriété de classe depuis un objet, même si la propriété n'est pas liée à l'objet comme je vous l'ai prouvé tout à l'heure. Je vais modifier légèrement mon affichage, donc je vais faire ce genre de choses. Je vais encadrer ça de cotes, et puis là, je vais marquer cela comme ça, pour obtenir l'affichage suivant. On voit ici que grâce à cet affichage-là, directement depuis la classe, l'opérateur de résolution de portée de la remise, j'obtiens la valeur 10. Je vais faire un saut de ligne pour faciliter la lecture. Et je vais afficher, donc affichage depuis les objets. Cela signifie qu'on va utiliser directement l'objet. Donc pour ça, je vais faire un echo $article 1. Et ici, je vais faire comme d'habitude la flèche et je vais écrire $remise. Si je fais ça et que j'actualise, j'ai un message d'erreur. En fait ici, il cherche la variable $remise applicable sur l'objet. Or, on a vu tout à l'heure dans le var_dump, bon là il s'affiche plus parce que j'ai une erreur fatale, mais on a vu que la variable remise n'existe pas dans l'article. Donc ce qu'il faut faire ici, c'est réutiliser une fois de plus l'opérateur de résolution de portée et de rentrer remise. Et si je fais ça, j'ai bien un nouveau 10. Donc on sait que la remise ici est de 10 sur l'article 1. Mais les deux points ici sont là pour nous dire que cela concerne tous les articles. D'ailleurs, si je refais un saut, un retour à la ligne, et puis que je duplique cette ligne-là pour l'article 2, on aura la même valeur. Donc si j'actualise ici, j'aurai bien encore une fois 10. Donc on voit bien ici l'intérêt d'une variable de classe, c'est que sa valeur concerne absolument tous les objets. On peut faire un petit constat, c'est si on modifie la valeur. Donc je vais marquer après modification de la valeur de la remise. Alors quand on a ça, je vais accéder à la valeur, donc je reprends le nom de l'article, je reprends remise, et ici je vais marquer tout simplement égal par exemple 15. Maintenant si je recolle ce contenu là, je vais le faire comme ça, hop, juste après, et que j'actualise, on voit ici qu'après modification de la valeur de la remise, j'ai bien 15, j'ai 15 sur mes deux objets également, ce qui est normal puisque c'est une variable de classe. Je peux encore faire une troisième modification de la valeur, donc ici, ou plutôt après la seconde, après seconde modification de la valeur, par exemple je vais marquer 20, et je vais actualiser ici, on voit bien que mes deux objets sont concernés et que dans les objets n'existe toujours pas la propriété remise, puisque ce n'est pas une propriété d'objet. Si vous avez bien compris que une variable de classe va concerner tous les objets, vous pouvez en conclure la modification de la valeur d'une propriété de classe concerne tous les objets, qu'ils soient créés avant ou après le changement de valeur. Dès lors que l'on va modifier la valeur de la propriété de classe, tous les objets vont avoir leur valeur modifiée concernant cette caractéristique, même si elle n'est pas rattachée à eux. Alors pour l'instant, on avait déclaré la variable statique, la variable de classe, en étant publique. Eh bien, on peut très bien la déclarer en private pour restreindre son accès à une utilisation à l'intérieur de la classe. Ce qui veut dire qu'ici, automatiquement, vous voyez d'ailleurs l'IDE l'a détecté, il dit que le membre est privé et de fait, on va avoir des messages d'erreur en disant qu'il n'est pas possible d'accéder à une propriété privée, même s'il s'agit d'une propriété de classe.
Je vais aborder un autre point maintenant, c'est l'utilisation d'une variable de classe, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs, depuis l'intérieur de la classe. Par exemple, on va créer une méthode qui retourne le prix après remise. Donc je vais faire un public function get price after discount, comme ceci. Et ici, je vais donc retourner le prix. Donc de là, je vais écrire price, je vais utiliser l'éditeur. Et je vais indiquer que ce prix doit être multiplié par 1 moins. Et là, je reprends comme je l'ai fait dans le code dans la page index, article suivi de remise. Je divise le tout par 100 puisque j'ai une valeur entière qui déclare le pourcentage. Et là, ma méthode est prête. Donc, on va la tester. Donc, je vais épurer un petit peu le code pour pas être embêté. Donc, je reviens avec mon prix de 100. Maintenant, je souhaite afficher le prix de mon article net de la remise. Donc, je vais écrire get price after discount. On va regarder ce qui se passe à l'écran. On a bien notre prix qui était de 100 au départ et qui, suite à la remise, est de 90. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit ici. Nous avons donc accédé à la propriété de classe via le nom de la classe, c'est-à-dire article, suivi de l'opérateur de résolution de portée, suivi de la remise. Donc ici, il n'y a pas de $is puisqu'il ne s'agit pas de travailler sur un objet lorsqu'on veut accéder à la remise. Le petit défaut de cette technique, c'est que si je viens à renommer ma classe, au lieu d'article par exemple, j'écris produit. Bon là, il n'y aurait qu'un changement à faire, j'écrirais produit ici. Mais imaginons que je l'ai utilisé de nombreuses fois, ça devient assez gênant. Donc la solution, en fait, c'est de remplacer article par self, qui veut dire soi-même. Donc ici, ça veut dire, attention, va chercher la propriété de classe remise de la classe, ici, article. En fait, self va être remplacé par le programme, par le nom article. Et ça ne change strictement rien. Une fois exécuté, on a exactement le même résultat. Bien, nous avons fait le tour de la notion de variable de classe. Je vous invite donc à découvrir la vidéo suivante qui va porter sur les méthodes de classe. Donc des méthodes qui vont s'appliquer à une classe et non à des objets en particulier.